ressorti avec ch'touille, morpion, chaud de pisse, et pour tout dire, une bien calamiteuse opinion de l'espèce femelle. La guerre, c'est l'enfer, petit. Faut dire ce qui est. Les soldats, je les gerbe, moi. Répète. Si tu frimes pour bourrer le mou de ce glandu, pas la peine de te faire mousser comme ça, boule à zéro. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Où tu vas, là, père lacolique? Le père lacolique te prévient qu'il est un père lacolique fatigué, qui a des renvois de barbelés, qui pisse du napalm et qui te vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres. Alors arrête de me peler le jonc, sinon on va y avoir explication des gravures. Tu la ramèneras moins quand t'auras les burnes au fond du bec, boule à zéro. Et merde. Eh, tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Oh! 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 Reste dans ton coin et apprends à pisser le sang avant d'en paver à mort. J'ai bien envie de te planter mon manche dans la motte. Tu le mec. Oh! Et puis, il y a eu cette Nyakwe de Bangkok. Elle faisait la brouette mongole comme personne. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 21. Cette semaine, émission guerre, retraite, police et trahison. Bref, le bonheur du monde occidental. Au cinéma, comme dans la vie, on célèbre la bagarre, mais tout passe et tout lasse. Même la guerre est l'un de ces jours, ou bien l'une de ces années, elle sera terminée. Alors vite, on se quitte, glorieux ô mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours, après une salve dernière, taratata, taratata, taratater, en te voyant redormi, je te dirai... Cher ami, fais dodo ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse, et tes pleurs mouilleront mes yeux en te faisant mes adieux. Et oui, vous êtes bien En attendant Godard, l'émission de cinéma quelle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, guerre et bagarre, car nous parlerons du film de Sam Mendes et Roger Deakins, mais nous allons y revenir 1917, qui est sorti il y a 2 semaines. Puis nous resterons dans la bagarre en parlant de Les Baroudeurs, You Can Win Them All, sorti DVD Blu-ray chez Sinus Calista du film de Peter Collinson avec Charles Bronson et Tony Curtis. Et enfin, nous finirons, en tout cas, je finirai par Bad Boys for Life, donc le 3e avatar de la saga Bad Boys, réalisé cette fois non pas par notre ami Miguel Bay, mais par Bilal Fallah et Adil El Harbi. Et pour parler de ce joyeux programme poétique autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a maîtresse Carla, bonsoir Carla. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Gal, bonsoir Gal. Bonsoir. Le docteur Erwan nous rejoindra tout à l'heure, comme la semaine dernière, car il a encore l'idée saugrenue de travailler, car cet homme est vénal, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver tout à l'heure. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas, et on va commencer par les Rest in Peace de la semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'en faisait plus parce que oui, ça demandait beaucoup trop de choses. Mais donc le Monty Python, Terry Jones est mort la semaine dernière, donc des suites d'une longue maladie puisqu'il était atteint de démence depuis 3 ou 4 ans déjà. Et donc c'est le 2e Monty Python après Graham Chapman en 1985 si je ne m'abuse, qui nous quitte. Donc voilà, de toute façon ça va être la période, mais c'est bien dommage. Oui. Et c'est vrai que Terry Jones et la bande des Monty Python de manière générale, c'est quelqu'un qui quand même qui compte et qui a fait beaucoup pour ma cinéphilie et mon bonheur de rire surtout. C'est vrai.
Sinon, on a appris la mort aujourd'hui dans un rayon plus confidentiel de Norbert Moutier, qui est une des figures de la cinéphilie française et de la cinéphilie alternative ou bis en tout cas, puisqu'il était le créateur à la fois du vidéoclub et surtout du fanzine Monster Bis, qui avait plus de 40 ans d'existence, qui était un des premiers fanzines en France d'ailleurs, donc c'est presque 50 ans d'existence. Il fut lui-même réalisateur à ses heures perdues d'une tripotée de séries Z, dont le merveilleux Trépanator avec Christophe Lemaire. Mais donc une fois de plus, c'est une partie de la mémoire du cinéma français, du cinéma bis mondial qui vient de nous quitter. Donc, après, dans un rayon extra cinématographique, mon cher Thibaut, ça vous êtes peut-être touché, mais la mort du basketteur Kobe Bryant, une des légendes de la NBA, qui est mort dans un accident d'hélicoptère, donc au loisir de riche, à l'âge de 42 ans, avec malheureusement aussi sa petite fille de 13 ans. Mais donc c'est une légende du sport qui nous quitte. Une légende du basket. Après, voilà, moi, vu que je suis Boston Celtics, les Los Angeles Lakers, je m'en cogne un petit peu. Un loisir de riche qui tue pas mal de riches finalement. Oui, c'est vrai. Donc finalement, te rendre dans riche, attention, ne prenez pas l'hélicoptère. Eh oui, mais ça, on le sait quand même depuis au moins Balavoine, donc on sait que c'est dangereux l'hélicoptère. Mais bon, que voulez-vous, ces gens n'écoutent pas, sinon ça se saurait. Donc on va continuer avec les agendas. Ce soir à Cinémaniacs, donc à 20h30 sur le campus de Rennes, vous aurez le plaisir ou la joie de voir ou revoir le chef-d'œuvre de William Friedkin, Police Fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA. Magnifique film dont on avait parlé ici d'ailleurs lors de sa ressortie en DVD Blu-ray par Carlotta il y a quand même 3 ans au moins, peut-être, au moins de ça, 3-4 ans. Bref, film merveilleux, musique sublime. Si vous voulez voir absolument ce qu'étaient les années 80, c'est ça qu'il faut aller le voir. parangon, c'est absolument merveilleux, c'est vénéneux et dégueulasse, comme seul le grand You I Can Billy sait le faire. Ah oui, de toute façon, un film de William Friedkin est toujours essentiel. Oui, même quand c'est un peu moyen, c'est quand même bien. Oui, exactement. Et celui-là est vraiment ça fait top. partie de ces grands chefs-d'œuvre. Ah oui, topissime. Demain, au Tambour, soirée songe d'une nuit d'été qui vous propose un film comme ils le font pas très bien, parce que c'est un long film, en l'occurrence le film Bangkok Night de Katsuya Tomita, qui date de 2016 ou 2017 si je ne m'abuse, dont l'ancien grand timonier Air Force One Flockley nous a nombreuses fois chanté les mérites ici. Donc si vous avez du temps, c'est un film qui fait à peu près 3h15, donc qui se passe à Bangkok avec des voyous et des putes. Bangkok donc. Ouais. Mais voilà, mais donc apparemment, mais apparemment c'est merveilleux et donc le film, comme il est très long, vous l'aurez deviné, une seule séance qui démarre à 18h. Pour rester dans le local, dimanche prochain, 2 événements au cinéma Arvor à Rennes. Donc il y a l'avant-première de la restauration qui était à Cannes Classique en mai dernier, donc Plogoff, des pierres contre les fusils, documentaire de Nicole et Félix Le Garec qui ressort normalement en sortie nationale mercredi la semaine prochaine, donc le 5 février. Nous en reparlerons dans cette émission parce que c'est un documentaire absolument merveilleux sur la résistance des habitants de Plogoff dans le Finistère contre le projet de centrale nucléaire. Voilà, un film vraiment super chouette, mais nous y reviendrons plus largement dans 2 semaines. Sinon, dimanche, si vous avez envie de pleurer, si vous aimez l'émotion, si vous aimez le cinéma, les bons films et Clint Eastwood, en général, ça va ensemble, vous aurez le plaisir, une fois plus, de voir ou revoir le chef-d'œuvre qui est réalisé en 1995 avec Meryl Streep et lui-même, donc Sur la route de Madison, que nous-mêmes, nous vous proposons avec les copains du cinéma est mort, parce qu'on nous a reproché un petit peu parfois de faire un peu trop que des films de bonhomme, que des films d'action. Donc là, on a enfin un beau film romantique, mais bon, c'est avec Clint Eastwood parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Faut quand même aussi des trucs pour nous. Sinon, le jour d'avant, mais film merveilleux, venez nombreux, ça va être super bien. Prévoyez vos mouchoirs par contre. La veille, donc le 1er février au TNB, il y aura à 20h30 une séance d'un film absolument merveilleux, une fois de plus aussi, Une fille de 90 ans de Valeria Bruni-Tedeschi et Thierry Tunyang, qui était diffusé d'abord sur Arte avant de sortir au cinéma. Film absolument super bien, donc sur en fait un chorégraphe qui va en maison de retraite pour aller avec des vieux justement, pour leur apprendre un petit peu à rebouger, à reconnaître leur corps, et une vieille dame de 90 ans va en fait tomber amoureuse du chorégraphe, et c'est vraiment une très très belle relation, très tendre, qui se crée entre le chorégraphe et la vieille dame, et le film sera présenté en présence donc de ces 2 réalisateurs, Valeria Bruni-Tedeschi et le chorégraphe Thierry Tunyang. Je vous encourage à aller le voir parce que c'était pour moi un des meilleurs films de 2018.
Oui, il me semble que c'est. Oui, Ouais, j'en ai un bon souvenir. Tu l'avais vu, toi? Moi, je crois que je l'avais loupé, mais. Il y a plein de choses, en fait. Ouais, oui. Et sinon, dans le rayon des sorties nationales, donc il y a quelque chose, donc quelques petits trucs notamment qui vont nous intéresser. Pas celui-là en l'occurrence, c'est Le Lion, le nouveau film avec Danny Boone et Philippe Catherine. Ça a l'air d'avoir un intérêt excessivement limité. J'ai personnellement jamais été trop partisan de Danny Boone au cinéma, Danny Boone tout court d'ailleurs. Sinon, ça nous intéressera, c'est le nouveau métrage de Tai Waititi, réalisateur de What We Do in the Shadows et accessoirement de Thor 3, donc Jojo Rabbit, son nouveau film où un gamin des jeunesses hitlériennes a un meilleur ami imaginaire qui s'appelle Adolf Hitler. Ok. Déjà, What We Do in the Shadows, c'est super chouette. C'est hyper drôle. C'était super bien. C'est aussi le mec de IT Crowd. Et il passe à l'Arvor. Ouais. Okay. Et au Gaulmont. Sinon, il y a le nouveau long métrage de Olivia Assayas que nous allons voir parce que moi j'aime bien Assayas, même si c'est toujours un peu chiant, ça m'intéresse toujours. Donc c'est Cuban Network, un truc avec des latinos, des métèques, la CIA et Cuba. Donc ça promet d'être cool. En plus, il y a Edgar Ramirez et Penelope Cruz, donc ça va être chouette. Il y a un documentaire que Carlo a vu le week-end dernier, je crois, donc c'est Histoire d'un regard sur le photographe Gilles Caron, voilà, effectivement, donc, qui sort en sortie nationale. Et sinon, si vous aimez les films procéduraux, les films de justice et les films contre l'injustice, il y a La Voix de la Justice, avec Jamie Foxx et Michael B. Jordan, voilà, qui sort, un mec accusé injustement, voilà, c'est dégueulasse, blablabla, on va tout faire pour se battre. Ça a l'air d'un intérêt très limité, mais de je ne sais plus qui. C'est dire si mon intérêt était comme limité pour le film. Juste, voilà, pour rire, dans la bande-annonce, le juge qui condamne Jamie Foxx à la prison, c'est la voix française de Homer Simpson. Ce qui m'a occasionné un petit fou rire quand j'ai entendu la bande-annonce. Vous êtes condamné. Je me suis dit, à quel moment tu peux prendre ce juge au sérieux? Allez voir en VF, enfin, je pense que ça peut valoir le coup. C'est pour ça. Juste pour, je pense, une séquence. Oh putain! Vous êtes méchant! Oui. Bref, voilà. Il y aura quand même quelque chose dont on parle la semaine prochaine. Mais du coup, les gens ont reconnu la voix. Je sais pas, mais moi je sais que ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. En fait, ça fait un bide quoi. Je sais pas. Peut-être que le reste du film ça passe bien, hein, mais bon, bref. Okay. On va passer à la section critique de cette émission en mettant les deux pieds dans la merde et le bourbier de la Première Guerre mondiale en 1917, en attendant que les saints arrivent. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était le groupe de punk anglais Skis avec The Saints Are Coming. Et de saints qui viennent, ou en tout cas qui ne viennent pas, ou peut-être vont-ils venir, même si ça n'a pas trop de rapport. On va en parler avec 1917, nouveau long métrage de Sam Mendes et Roger Deakins, parce que je vois plus comme un coréal. Donc son nouveau long métrage, on va dire, une fois exfiltré de la franchise 007, dont il a fait 2 films, Skyfall et Spectre en anglais, qui était tout à fait à chier, mais qui était aussi mis en lumière par un des plus grands chefs opérateurs vivants, voire un des plus grands chefs opérateurs américains de l'histoire, qui est Roger Deakins, donc connu pour sa collaboration notamment avec les frères Cohen, avec Denis Villeneuve, tout ça, qui a fait comme une palanquée, et aussi Paul Thomas Anderson, une palanquée de films absolument merveilleux, pour lequel il a d'ailleurs... Merveilleux visuellement. Oui, ouais. En termes visuels, je parle du travail de Roger Deakins. Et donc Sam Mendes, c'était un peu la nouvelle génération du cinéma indépendant américain, enfin qui se voudrait comme ça au début des années 2000, avec American Beauty qu'il avait révélé, puis La Route de la Perdition, Les Noces Rebelles, Jarret, tout ça. Des films qui prétendument avaient des grands thèmes sur l'Amérique contemporaine et qui évidemment ne les traitaient pas du tout, préféraient rester en surface et justement faire que de la belle image ou du symbolisme prout-prout pour justement évacuer toute, on va dire, la sève politique ou subversive qu'on aurait pu y trouver dans ces films, en tout cas que lui aurait voulu y trouver. Et donc 1917, de quoi que ça parle? Eh bien donc c'est tout simplement étalé sur une journée. On va dire l'histoire de 2 soldats qui ont une mission suicide qui est donnée par leur colonel. Ils doivent traverser le front et les troupes ennemies pour aller de l'autre côté où sont leurs autres copains anglais et leur dire de pas attaquer parce qu'évidemment il y a embrouille. Parce que les Allemands ils sont quand même très très méchants, il faut pas l'oublier. On dirait tellement méchants qu'on dirait presque des nazis et donc il faut faire attention, leur dire de pas attaquer car il y a embrouille et sous le caillou. Et en plus il décide d'envoyer un des 2 soldats car vu que son frangin est de l'autre côté des troupes, ils vont se dire quand même au moins comme ça il aura vraiment une grosse motivation pour que son frangin ne meure pas.
Donc histoire somme toute assez simple, on va dire, sur son principe narratif, mais là où Mendes et Deakins décident de complexifier et se prendre les pieds dans le tapis, c'est dans la forme même du film, parce que le film a été en tout cas vendu, marketé et en grande partie conçu comme étant un seul plan séquence, ce qui est la mode quand même depuis plusieurs années dans le cadre du blockbuster, on va dire. En tout cas sur le plan très très long, il y avait le Gravity de Cuarón, il y avait Birdman et The Revenant de Alejandro González Iñárritu, avec le film où la photo était faite par Emmanuel Lubezki, voilà, qui était le chef-op des films de Malick et donc de Iñárritu depuis plusieurs films, où donc là ils veulent vraiment des plans très longs, des grands plans séquences, soi-disant pour renforcer le réalisme de la chose. Il y avait le film Victoria aussi en 2015. Oui, voilà, le film allemand Victoria aussi, où on le sait très bien, plus à la fois à la vision du film et quand on voit les portions de making-of que le film n'est évidemment pas conçu en un seul plan séquence, il y a des coupes, numériques, il y a des rajouts qui d'ailleurs sont quand même assez grossières, même si les mecs continuent quand même à dire que le film était tourné en un seul plan séquence, genre on a mis 6 mois à le tourner, puis les mecs étaient payés quand même 6 mois et tout. Ça c'est mes couilles quoi en plus quoi. D'autant quand même en plein milieu du film, t'as quand même un cut au noir qui te dit clairement que bullshit. On n'en peut plus. De toute façon, t'as quand même plein de raccords et des scènes dans de la flotte, tout ça, des scènes d'action où tu sais très bien que c'est impossible de les faire en live, ils sont obligés de les faire en studio. Et moi, ce qui me dérange avec ce procédé, à la fois, je trouve que c'est tape à l'œil, je trouve que c'est vraiment des trucs des trucs et des procédés de petits malins qui montreraient plus que c'est un galop technique pour Roger Deakins pour une fois de plus montrer son talent, sa chorégraphie et son potentiel, et en plus ce qui permettra à Mendes aussi de se faire voir comme un réalisateur un peu innovant qui prend un peu de risque. Là je trouve que c'est paradoxal, c'est que c'est créé une véritable dichotomie entre la forme même du film et la volonté de réalisme qu'aurait le projet. Donc c'est-à-dire avec un décorum qui serait relativement réaliste en termes de patine des costumes, en termes de décors, de boue, de charniers de la guerre, des différents états qui vont traverser, on va dire, sauf que c'est complètement déréalisé par la forme même et par le travail de la caméra. C'est-à-dire que pour moi, la question du plan long et de cette caméra qui suit constamment les personnages, moi ça me sort absolument du film parce que j'ai l'impression qu'il y a un troisième mec qui les suit, mais qui n'est pas du tout sujet à la fois au décor, parce que donc parfois la caméra fait des mouvements de groupe qui revient au sol, traverse des murs, et aussi donc de voir qu'elle serait genre incapable, enfin qu'elle serait imperméable aux balles, à la violence qui les entoure, ce qui moi me sort absolument du film et qui coupe toute la volonté de réalisme du projet et qui en fait plus un galop d'essai technique pour Deakins qui est là quand même de bien s'amuser à faire des éclairages notamment dans une scène de nuit où il poursuit le travail qu'il avait fait sur les films de Villeneuve et sur Spectre notamment, mais ce qui moi, me semble assez vain et finalement pour moi ça ressemble beaucoup à tous les films de Mendes, c'est-à-dire que c'est du tape à l'œil qui finalement ne raconte pas grand-chose, ce qui m'avait quand même un peu dérangé. Du tape à l'œil. Carlo, oui. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que, alors, j'ai eu très peur au début du film, dans la première, on va dire, séquence, où je trouvais que, pour le coup, on rentrait vraiment dans un film orchestre, je vais appeler ça comme ça, où je trouvais que c'est vrai qu'il y avait des choses un peu peut-être banal de la question du point de vue, de comment se placent les personnages, comment se placer la caméra vis-à-vis de ça. Et je trouvais que finalement, au fur et à mesure de la progression dans la durée et dans l'espace des personnages, il y avait quelque chose, peut-être comme tu parles de retrait de la caméra comme ça. Mais moi, je trouvais que ça donnait place à autre chose pour le spectateur et que ça donnait lieu à une question de fluidité en fait, je trouvais, entre la question des flux des corps humains, des corps de soldats qui se retrouvent dans les charniers, mis à part ça, dans la question du paysage en fait et du terrain et la manière dont finalement ça crée un paradoxe, comme tu le disais, entre la question, l'absurdité en fait de cette guerre et l'absurdité de la présence de ces corps en guerre dans une nature je veux dire qui fait état qui continue en fait, toute cette séquence avec ces cerisiers coupés en fleurs, moi j'ai trouvé ça magnifique et ces corps qui se confrontent à ça et à la question des paysages et je pense que c'est révélateur d'un film qui, ok, peut-être c'est simpliste mais qui donne à voir un film antimilitariste
plutôt intéressant, je trouvais, dans la proposition. Ce qui m'a gonflé, mais en fait, c'est l'opératisme constant du coup de la chose. Oui, c'est un peu fatigant. J'avais vraiment envie qu'il pose sa caméra, et il le fait pendant une séquence notamment où il y a un perso important qui meurt, où là la caméra se pose enfin, et on a quand même vraiment des mecs qui arrivent à jouer, et une certaine relative émotion qui arrive à naître, parce que justement la caméra se pose et filme les choses vraiment simplement. Effectivement, c'est absurde. Je veux dire, la situation est totalement absurde. On demande à ces deux types d'aller de l'autre côté, alors qu'ils savent, on sait très bien de base que ça va mal se passer. Et je veux dire, ok, cette scène est ridicule. Ils se font buter par un mec qui vient de sauver. Oui, et mais je veux dire, parce que ça, par contre, ils sont très cons. Comme quoi, les mecs qui sont en guerre, ils savent que les Allemands c'est des méchants, quoi. Et les mecs, ils passent leur temps à pas vouloir tirer sur les Boches, et les Boches leur tirent dessus. Mais par contre, comme les méchants, ils tirent comme des merdes. Pour moi, c'est de ça que parle le film. Ça parle de cette question de l'absurdité et de comment est-ce que le corps humain, comment c'est des, je sais pas quel âge ils ont, ces mecs-là, ils doivent avoir 16 ans. 18-20 ans, quoi, les gamins. Je veux dire, la situation est absurde, et je trouvais que ce qui était intéressant dans la proposition de cette caméra vraiment en retrait, et je suis d'accord avec toi, à des moments c'est vrai que c'est fatigant, ce flux constant comme ça s'arrête pas, c'est vraiment du début à la... Bon, il y a quelques... Il y a les coupes, il y a un cut au noir. On n'est pas con, hein, mais je veux dire, c'est pas un vrai plan séquence, mais non, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant, en tout cas dans cette confrontation, cette cohabitation du paysage qui est comme figé, et de ce que induit la guerre en fait sur ce terrain. En fait, quand je disais que c'était ridicule, c'est que là, en fait, c'est la scène qui est ridicule, parce que moi je trouve le film ridicule, et en plus d'être vain, je le trouve con, en fait, tout simplement con, parce que il y a une logique. Si on prend la logique basinienne, on va dire que le plan séquence est un outil pour dans ce montage interdit. Dans ce logique de montage interdit, est un outil qui fait appel à une représentation maximale du réalisme. Ici, dès la première image de ce film, où en fait la caméra se balade dans les tranchées, on voit la direction artistique qui est à chier, mais c'est hallucinant. On dirait des Playmobil. Tout le monde est immobile, on se croirait dans le musée de Madame Tussaud, où en fait il y a des soldats de cire qui se baladent, et la caméra se balade, comme si en fait, et tu le disais, les figurants voulaient laisser la place à la caméra et au génie de Roger Deakins, qui en est un, en effet, et au pseudo-génie de Sam Mendes, qui est un pseudo-génie, en effet. Donc ça, c'est totalement ridicule. Et toute cette question du réalisme, en fait, est tronçonnée et annihilée par ces figurants qui sont littéralement morts. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. En cire, inexistants. Du coup, la profondeur de champ, la profondeur historique ou la profondeur d'un message pseudo-antimilitariste est totalement vaine. À côté de ça, il y a ce grain de l'image et ces tranchées qui sont d'une propreté hallucinante. Voilà, on a l'impression que t'as eu comment ça s'appelle, qu'en fait on a fait le ménage avant. C'est d'un ridicule mais hallucinant, confondant. Je suis d'accord. Oui, un peu de ça. Voilà, faites place à la caméra, faites place, et tout le reste du film, tout autour, en fait, c'est mort, et il n'y a que cette caméra en fait qui vit, mais qui vit pourquoi ? Qui vit en fait pour rien. La séquence de l'accident est totalement et d'autant plus ridicule qu'en plus, putain, mais c'est pas possible de faire ça. Donc son pote se fait buter, et 30 secondes après, putain, j'ai pleuré de rire. Il y a son visage qui devient tout violet là. Oui. Putain, mais on dirait un mauvais film de série Z avec des faits avec les moyens du bord, et où on a grimé un petit peu le personnage. On dirait un mauvais film de Jean Rollin. Enfin, c'est pas possible. Jean Rollin, t'en fumes deux, mais c'est. Bah oui, et j'adore Jean Rollin. Et là, tu fais, mais ce n'est pas possible. C'est littéralement impossible. Égal. Alors moi je sais pas, j'ai pas vu le film, mais est-ce que c'est un truc un peu naïf dans le sens où il veut vraiment montrer que déjà tout le monde est déjà mort en fait, c'est des morts en suspens, et qu'en fait le seul truc qui reste c'est un vaste cirque, et il montre à ce point-là justement le pas côté non plus. Ouais, voilà, c'est ça. De la chose. Et, on sent tellement que le dispositif est tellement présent. On nous bassine tellement, dès la première image, dès que le film commence, on nous bassine directement avec « Regardez comme on est des putains de génies ». Et en fait, ça m'a fait tout le même autour effet du film que la scène de l'attaque dans The Revenant du Iñárritu. Oui, c'est ça, pareil. L'attaque du camp, où en fait la caméra se balade, t'as l'impression que ça passe d'un point à un autre. Mais c'est comme genre le Puy du Fou quand tu te bats dans le mais c'est même pas le Puy du Fou, c'est le lead-up des jeunesses UMP, quoi. On en est là. C'est même pas le Puy du Fou, c'est une super production à côté. Là, tout est mort, tout est.
c'est une direction artistique qui est beaucoup trop propre, beaucoup trop lisse. C'est la putain de Première Guerre mondiale quand même. C'est quand même un des plus grands massacres de l'histoire. Et là, t'as l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont appelé Fait du propre à l'émission sur M6 là, et qu'ils ont tout balancé. Ce n'est pas. Il y a des rats. C'est impossible. Et autre chose par rapport à cette histoire du plan séquence, donc le réalisme de, hop, on le passe, ça passe à la trappe. C'est ce côté ostentatoire, voire limite vulgaire. Voire pornographique, c'est qu'en fait, alors à un moment il y a des tanks qui passent, il y a des chevaux morts, et en fait la caméra va faire, ou des espèces de barbelés, et la caméra va faire exprès de quitter son point de vue humain pour passer le long des chevaux, pour passer le long des tanks, regarder comme c'était un petit peu crade, regarder un petit peu la mort comme elle est là, mais puis, ça se voit à 10 000 km quoi. Il y a un côté pornographique, mais il n'y a aucune jouissance. Et ça, c'est d'où la vulgarité, et d'où en fait, du coup, le film du coup ne raconte rien à part son pseudo propre génie. Quand Malick fait du panthéisme, il parle de la condition humaine autour de la guerre. Quand Spielberg dans la première demi-heure du Soldat Ryan, d'ailleurs ressortir on va sauver le frère du machin, bon bref passons. Voilà, immersion, pure immersion. Quand Oliver Stone fait son ralenti à la fin de Platoon sur qu'est-ce que c'est qu'un martyr, quand Requiem pour un massacre nous propose frontalement le massacre de l'histoire, nous fait face à l'histoire. Ici, il y a des propositions de cinéma, elles sont toutes différentes, mais elles nous racontent quelque chose. Ici, ça nous raconte, mais putain, j'ai plus les mots quoi, mais les mecs ils se sont regardés dans un miroir, ils se sont branlés, mais puis c'est tout quoi. C'est hallucinant, c'est un film qui n'a aucun intérêt. Mais strictement. Et en plus, c'est chiant. Tu l'as vu, c'est chiant. Les acteurs, ils ont pas de charisme. Ce n'est pas possible. Moi, non, je trouvais quand même que l'acteur, comment il s'appelle, George McKay, là, le mec qui se retrouve en solo, là. Moi, je trouvais qu'il portait bien. Ça rime à rien. La fin, t'arrives, c'est un pémou. En fait, voilà, c'est un pémou. Oh, mais vas-y. C'est un pémou et en plus, je trouve que t'exagères et que t'es un peu dur, Thibaut, parce que je pense, ok, je suis d'accord avec toi dans le fait que ça soit hyper orchestré, hyper esthétisé et tout, mais je trouve que t'exagères un peu parce que c'est un pémou, t'as même pas la surprise d'avoir une transition. C'est nul, putain, c'est nul, c'est con, c'est un film qui est con et le truc c'est c'est le génie. Alors par contre c'est magnifique, la séquence de nuit est absolument sublime. Ah voilà. Visuellement, bah ouais voilà. Mais visuellement putain, moi je me suis dit la scène dans les ruines. Ouais c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Moi je me suis dit quand même là il y a quelque chose, tu vas pas dire le contraire, je me suis dit ce jeu de lumière et tout, je me suis dit là vraiment ok ça du Roger Deakins porn. Non mais là je me suis dit ok il y a une proposition en fait, parce que c'est vrai que ce plan séquence qui flotte au bout d'un moment ça peut donner un peu la nausée au bout d'un moment. Mais et juste après justement il part dans l'eau et là pour le coup t'as vraiment la. Mais moi je trouve ce que je trouve intéressant c'est cette idée d'étirement comme ça dans la durée du récit et voir finalement qu'est-ce que ça peut donner finalement. Bon, tu regardes ça l'histoire de Jean Eustache, sinon il y a pas vraiment de morale en fait. Et autant il y en a une de morale. Mais pourtant, moi je trouvais qu'il y avait quand même cette scène où tous les soldats se retrouvent dans ces bois et qu'il y a ce mec qui chante. Moi, ça m'a touché. Je trouvais que c'était vraiment une proposition, quoi, genre de. Mais il y a quelques moments de pause qui sont beaux, qui fonctionnent bien, mais sur la durée d'1h50 de plan qui n'en finit pas. Dans les bois, tu regardes Requiem pour un massacre. Les moments de pause, tu regardes la ligne rouge. Là, il y a des trucs, quoi. C'est parce que t'aimes pas les chants écossais, tu préfères les chants mélanésiens. Si, j'aime bien. Mais le truc, c'est que. Et puis il y a la question morale. C'est pourquoi esthétiser à outrance la Première Guerre mondiale? J'ai pas envie de faire mon travelling de capot, mais travelling est une affaire de morale. Bah ouais, mais bon, là, un plan séquence est-il affaire de morale? Je me pose la question. Ouais, là, en tout cas, il a affaire de business, ça c'est clair et net, et de gratuité. Et le cinéma, on ressort perdant à ce niveau-là. Par contre, les Oscars et compagnie, ça va y aller, mais. Et bah, ça y va. Grand favori. Mais moi, je pensais, tu vois, à ce film Quand passent les cigognes de Kalatozov. Je sais pas si vous l'avez vu. Cette séquence, bon, là, pour le coup, on est vraiment. Dans la boue, et quand ce soldat se fait tuer et qu'il y a ce plan qui tourne comme ça de manière circulaire, on voit la cime des arbres, et bah moi j'ai pas retrouvé ça, mais j'ai retrouvé quelque chose qui en tout cas essayait de se rapprocher de ça, dans le sens de cette confrontation en tout cas du corps du soldat au terrain en fait, et aux éléments, comme quelque chose qui arrive pas à cohabiter et qui finalement je veux dire. Ouais, mais même les flaques d'eau, t'y crois pas, quoi. La boue, t'y crois pas. Enfin, je trouve que je vois se confronter aux éléments, ouais, mais
tout est construit au millimètre. Oui, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de marge d'erreur, quoi. Voilà, on a payé le péage, on va sur l'autoroute et puis pépère comme ça, la pom pom pom, quoi. Et on dévie pas, c'est cadenassé, c'est nul. Ok. Ouais. C'est rare en plus qu'on soit pas d'accord. Ouais, je pense que c'est une des premières fois qu'on n'est pas d'accord. Mais... Donc vous l'aurez compris, c'était 1917 de Sam Mendes et Roger Deakins, un film qui a divisé légèrement, on va dire, le monde de cette. Non, on s'est mis d'accord sur la scène des ruines. Oui, voilà. Ça va. Serrons-nous la main de Timo. Donc voilà, on va passer à toute autre chose, mais on va rester dans la bagarre, et pour ça, on va passer tout de suite du côté de Bad Boys. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Inner Cycle avec Bad Boys. Mais de Bad Boys, le film, nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons parler d'autres mauvais garçons qui ne sont autres que Charles Bronson et Tony Curtis à l'occasion d'une sortie en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista, comme la semaine dernière pour les boucaniers. Donc d'un film qui s'appelle Les Baroudeurs en français, You Can't Win Them All dans la langue de Shakespeare ou de Abraham Lincoln, vous choisissez. Donc film d'aventure et d'action qui réunissent deux grosses stars comme on en voit dans les années 70, qui prend pour cadre la guerre gréco-turque entre 1919 et 1922. Donc film d'aventure dans lequel des aventuriers, un ancien soldat incarné par Charles Bronson et un armateur incarné par Tony Curtis vont se croiser au fil de leur pérégrination et vont passer ce temps à se foutre des coups de latte dans les fesses, à se trahir, mais bien évidemment tout ça pour récupérer un gros paquet de pognon pendant que ces salopards de Turcs et ces méchants Grecs vont essayer de niquer à peu près tout le monde. Bref, le travail habituel de la guerre. Donc film réalisé par Peter Collinson en 1970, qui n'a absolument rien fait d'autre de notable dans sa carrière. Peter Collinson. The Italian Job. The Italian Job, oui, voilà, qui est pas si mal. C'est son titre le plus connu. Voilà, ouais, Lors Bar en français. Lors Bar, exactement. Dans le remake qui est plutôt chouette d'ailleurs, de F. Gary Gray. Oui, qui est bien aussi. Ouais, qui est plutôt cool, qui m'aime mieux, je trouve d'ailleurs. Et donc les Baroudeurs appartiendraient, on va dire, à ce sous-genre du cinéma qui est le film de commando ou le Guys in a Mission Movie, comme on en retrouvait plein dans les années 70 et années 80, mais qui là mêle à un contexte historique un peu plus large que d'habitude. Donc comme je dis, le contexte de la guerre gréco-turque du début du siècle. Et c'est un film qui est, je trouve, tout à fait sympathique, fort goulayant. Mais un peu chiant. Mon cher Erwan, d'ailleurs, vous êtes là. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va très bien. Moi, je l'ai regardé hier, le film, et je me suis fait un peu chier. Moi aussi, je me suis fait chier. Je me suis fait un peu chier. En fait, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle... Ah non, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit cool. Il y a tout. Il y a Charles Bronson, il y a Tony Curtis, il y a la Turquie. Il y a Michel Mercier. Il y a Michel Mercier. Il y a Michel Mercier, qui est un peu réduite à des utilités. Mais il y a la Turquie, il y a des décors naturels de tarés. Il y a des moyens, il y a des costumes mais et tout. Tu parlais de Pémou, mais là pour le coup, franchement, c'est comment on appelle ça, c'est un silencieux quoi. Il y a ce qu'on appelle dans le film de Commando le fameux ventre mou. Alors mais là c'est un ventre mou. Moi ce qui m'a posé problème. Quelle déception. Ce qui m'a posé problème, c'est que c'est pas les 12 salopards. Ah bah non, mais t'as c'est ça le film truc. De Commando. C'est pas les 12 salopards et comment dire, tu sens que Collinson c'est pas son truc. Sans doute aussi peu que Sam Mendes, c'est pas son truc le film de guerre, et il filme ça comme ses acteurs jouent, pépère. Bah c'est-à-dire que Bronson, tu vois, cabotine. Bah oui, mais tu sens qu'ils ont passé des très bonnes vacances. Oui. Ouais, alors Charles Bronson, il en a absolument rien à foutre. Tony Curtis, il drague toutes les filles du casting. C'est clair. En deuxième partie de carrière, Tony Curtis, quoi, parce que tu vois, en mode amicalement vôtre. Ouais, qu'il a un peu rien à branler, mais cool. Et Bronson, il passe son temps à sourire, il se balade pépèrement. À sortir des phrases toutes faites, les dialogues sont calamiteux. Ah oui, c'est à base de grandes vérités sur la vie. Non, mais attends. En fait, je me suis dit Charles Bronson, Tony Curtis, why not? Mais en fait, ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, moi, je me suis fait chier et je trouvais qu'il y avait aucun alchimie. Ouais, non, il y avait rien. En fait, t'as l'impression qu'ils jouent pas dans le même film. Non, voilà, exactement. T'as l'impression qu'ils jouent chacun pour eux. Ouais. Ils sont mauvais de plateau. Ils se sentent pas, concernés par ce qui se passe. Ce qui est assez drôle en fait dans le film, et au bout d'un moment je me suis concentrée là-dessus, c'est que finalement en fait ils se retrouvent souvent tous les deux dans le plan, et on sent bien qu'ils essayent en fait. Il y en a un des deux qui essaye. Voilà, et on voit bien qu'il y en a un des deux toujours qui essaye de se mettre un peu plus en avant. Bon, souvent c'est Charles Bronson, et tu vois que Tony Curtis il est derrière en mode oh putain. Et à part ça. Bah ouais,
c'est sûr que quand t'as Bronson à côté, de toute façon, tu peux pas faire grand-chose. Et c'est vraiment dommage parce que Bronson est plutôt rigolard. Il joue une version un petit peu différente. Le film aurait pu être trop cool. Mais il aurait été cool s'il y avait eu quelqu'un. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en regardant le film, je me suis dit, mais putain. Qu'est-ce qu'un Robert Aldrich ou un Peckinpah aurait fait avec un matériau pareil? En fait, c'est artificiel, quoi. Et en fait, il y a des effets de mise en scène qui auraient pu être assez intéressants. C'est pas fun, en fait. Et par exemple, cette scène où ils arrivent dans ce village complètement désert, qui pense désert, et que là, il y a tous ces soldats turcs qui émergent. Ça aurait pu être une super scène. Ça aurait pu être génial. Ou l'attaque du train. Mais c'est un flop total, alors que ça aurait pu être une scène, mais tellement stylée. Et il se passe. C'est mou. Pour moi, il y a un Mais c'est surtout que t'as aucun enjeu. La fin, c'est juste que les connards, ils veulent prendre le bateau. Mais même la nana, elle est nulle, quoi. Et puis c'est des connards. Oui, mais non. C'est-à-dire que dans les 12 salopards, c'est des connards. C'est des salauds. C'est des connards, mais il y a un retournement final qui fait qu'on a finalement une très grande empathie. Et puis surtout qu'on a une très grande empathie parce qu'on les a fréquentés pendant 1h30 d'entraînement avant de les voir en action. Alors que là, en fait, on a deux personnages qui sont des salauds, qui sont cupides, dont le passé, dont le background est tellement peu explicité qu'en fait, ils ont à peine une existence. Et pardon, moi je comprends pas pourquoi est-ce que Tony Curtis, qui a l'air d'être plus ou moins du côté du peuple, pourquoi est-ce qu'il suit Charles Bronson? Je comprends absolument pas, il n'y a pas de raison. Oui, sinon, rien à foutre, sinon le fait que il passe par là, il a rien à faire. Par avarice, par appât du gain. Mais non, mais voilà, même l'appât du gain, on n'y comprend pas. Enfin, bon. Après, et tu vois, par exemple, un plan qui est pour moi symptomatique du film, c'est il y a un plan moi que j'ai trouvé bien. C'est le plan avec les chevaux là, dans le désert où on voit la brume du désert en fait qui donne l'impression que les chevaux sont montés sur des espèces de ressorts. Le plan il est super beau, sauf que il dure trop longtemps. Tu sens que le réalisateur s'est dit tiens j'ai fait un beau plan, et ben je vais le mettre pendant 20 secondes. Sauf que non, si c'était un vrai beau plan, ça aurait duré 5 secondes et il aurait enchaîné avec 4 putains de plans derrière. Mais là, il est incapable de faire quelque chose avec ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le film est complètement éparpillé en des choses complètement. Finalement, il n'arrive pas à rassembler. On sent bien qu'il veut faire plein de choses, il veut proposer plusieurs choses, il demande beaucoup de choses à ses acteurs, et finalement, en fait, il se passe rien. Ouais, puis je crois qu'il ne s'est pas filmé les scènes d'action, Collinson. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas vu l'Orsebar, j'ai pas vu le premier, moi. Et puis c'est mal découpé en fait, il y a beaucoup de plans en contre-plongée où tu sens qu'il essaye de gonfler ses acteurs, en fait ça marche pas. Et c'est un peu dommage parce que au début du film je me suis dit par rapport au boucanier, je me dis très bien, un film en décor naturel, il y a du ciel bleu, on va voyager un peu, ça va être un peu sympatoche quoi. Et puis arrivé à la première scène d'action, je me suis dit c'est pas du Cosmatos quoi, c'est pas même Cosmatos c'est plus efficace. Moi je me suis endormi quand ils arrivent dans le palais avec le mec qui prend la mitraillette et qui tire sur tout le monde pour déconner. Pourquoi tu prends ta mitraillette comme si c'était un banjo Non mais tu vois par rapport à d'autres films de la même époque, tu vois des genres quand les aigles attaquent, tu vois parce que c'est Brian Wilson derrière, parce que tu as les mecs qui ont quand même un peu plus de métier. Tu sens la différence entre un réalisateur qui sait trousser une scène d'action, même un réalisateur qui est pas un génie mais qui sait trousser une scène d'action, et pas une Cosmatos. Non, et puis en fait Gilbert, aussi ce qui se passe, c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est souvent les films de commando comme ça, il y a une petite touche un peu cool et un peu marrante quoi. Mais là en fait c'est pas drôle quoi. Puis alors c'est pas un film MeToo hein. Alors là non. Entre Michel Mercier qui se prend des beignes. Tony Curtis aussi il est pas très réglo. Tony Curtis qui prend des putes sur ses épaules pour aller les trousser hors champ. Charles Bronson qui retourne des tartes à Michel Mercier. Moi je trouvais que c'était limite un peu misogyne avec les nanas. Non, c'est pas du tout misogyne, c'est l'époque. Avec les petites nanas toutes mijaurées derrière leur petit voile en mode bizarrement j'ai pensé à Mad Max Fury Road à ce moment-là. C'est terrible. Mais je me suis dit tiens les meufs de Mad Max Fury Road, je me suis dit putain mais George Miller aurait dû réaliser ce film. Parce qu'en fait c'est quoi, c'est deux gars dans le désert qui passent leur temps à faire des allers-retours. Finalement c'est Mad Max Fury Road en tout mou en fait. En tout mou dans les années 20. Et là c'est là que je me dis comme quoi ça tient vraiment une histoire de metteur en scène, parce que finalement en termes de scénario, Brion dit que c'est une espèce de remake de Veracruz. Il exagère un petit peu Patrick quand même. Ouais, il exagère un petit peu. Charles Bronson, comment il se comporte avec la nana là. Il est odieux. Mais c'est hardcore quoi. Un coup vas-y que je t'embrasse, vas-y que je te foute une grande baffe dans la gueule. Écoutez, le contexte de la guerre est difficile, on le comprend ce brave homme. Et puis alors par contre il y a une scène qui est super drôle, c'est la scène. Non mais on ferait un film comme ça aujourd'hui, mais alors je te raconte c'est pas la peine. Je pense que on va en Russie à mon avis, ils font les mêmes mais dans la neige. Non mais moi il y a un plan, il y a une scène qui par contre m'a fait hurler de rire, parce qu'en fait tout se passe à l'arrière-plan. C'est peut-être une des meilleures scènes du film, moi je trouve, une des bonnes scènes du film. C'est ils vont à un moment, c'est quand ils arrivent justement dans l'espèce de bordel géant là où Tony Curtis fait toute une blague sur le nombril d'une fille et tout ça. Et en fait tout le début de la scène, ils montent une espèce d'escalier, donc il y a plein
de figurants et tout ça, quoi. Et tu regardes Tony Curtis dans le plan, il est à l'arrière-plan, et tu regardes dans le plan, il est en train de chauffer toutes les meufs qu'il croise. Il fait des sourires, il fait Tony Curtis, il prend un verre, il fait tout en silencieux, mais c'est vraiment du Tony. Et par contre là, Tony, moi je le trouve excellent là-dedans. Et je pense qu'il aurait, quitte à être dans la caricature, autant y aller à bloc. Ouais, autant y aller à bloc et autant faire une parodie en fait. Et en fait, le film n'est pas une parodie, c'est un film sérieux. Mais franchement, je me pose même la question par rapport à ce que tu dis, si les acteurs conscients de ça ont pas détourné, parce que franchement. Moi je pense que les acteurs en ont rien à foutre. Moi je pense que les acteurs sont en vacances. Ouais. Ils savent que c'est con. Parce que très franchement, moi c'est des acteurs que j'adore, je les adore tous les deux. C'est un de mes acteurs peut-être favoris, quoi. J'adore. Curtis, c'est un super acteur. Mais alors là, quel bide. Et je pense du coup peut-être qu'ils ont pris le réel en dérision, j'en sais rien. Mais pour moi ils sont en vacances et visiblement la bouffe était bonne, les filles étaient bonnes et la chambre d'hôtel était confortable. Voilà. Ça explique le côté souriant des acteurs. Je pense que c'est parce qu'ils passent un très bon moment. Alors il paraît que le film a été interdit en Turquie juste après sa sortie, alors qu'il a été financé. Les Turcs ont ouvert les portes pour les décors et tout, et des décors par contre, et c'est là aussi le problème, c'est qu'il a des super décors et comme il en fait rien, ça ressemble à une carte postale. Et du coup c'est creux en fait, tu vois, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait de la matière et Collinson, il sait pas trop quoi foutre de son truc. Donc c'était Les Baroudeurs, You Can't Win Them All, sorti des deuxième film pas bien de la sélection. Chez Denise de Peter Collinson. On parlait de films MeToo et on a été très très méchant avec les films précédemment. Là ça va être une autre tisane car je vais parler de Bad Boys for Life, troisième épisode de la trilogie. BB4L. BB4. Donc, qui cette fois n'est pas réalisé par Miguel Bay, qui était parti sur son Six Underground, un film qui à la base devait être réalisé par Joe Carnahan, qui a quitté le film pour cause, comme on dit poliment, de différents artistiques, mais néanmoins il reste crédité comme co-scénariste au scénario. Effectivement, il y a quelques idées Joe Carnahaniennes qui restent quand même dans le film. Et donc cette fois, il est réalisé par deux réalisateurs, Bilal Fallah et Adil El Arbi, qui sont deux réalisateurs belges d'origine marocaine, qui ont fait quelques succès par le passé, notamment dans leur pays. 3 films, un qui s'appelle Image, un autre qui s'appelle Pas de serre, et leur dernier en date qui s'appelait Black, à ne pas confondre avec le film Black avec MC Jean Gabin, qui date de 2005, un film qui était vachement bien, enfin sympathique plutôt que vachement bien, le film avec MC Jean Gabin. Et donc là, les deux jeunes marlous se retrouvent sur le film, et donc de quoi que ça cause, eh bien c'est l'image, le truc classique, donc le fameux duo Will Smith et Martin Lawrence. Martin Lawrence en a un peu marre, il veut vraiment prendre sa retraite comme dans tous les épisodes. Surtout qu'il a 40 kilos en plus. Il a à peu près, il a probablement subi un triple pontage coronarien la veille du tournage. Will Smith reste fidèle à lui-même, même s'il était encore un peu empâté, il reste quand même vachement cool, Will Smith. Et donc un jour il y a des méchants mexicains qui décident d'aller buter plein de gens qui œuvrent pour la justice, comme un avocat, un juge et Will Smith. Mais pourquoi tuer Will Smith, un jeune Zoulou en moto, le flingue en pleine rue alors qu'il fait une course. Et c'est son double. Non, pardon, c'est un autre film ça. Alors qu'il fait une course et bam, et là Martin Lawrence dit mon pauvre petit machin, du coup j'arrête. Et là en fait non, vu que les criminels continuent à criminer, et les bad boys vont devoir reprendre du service, aller niquer la gueule à tous ces enfants. Est-ce qu'ils touchent à leur famille, auquel cas maintenant c'est personnel? Alors justement pas trop la famille. Ah merde, j'aurais bien aimé parce que pour moi, pour que Martin Lawrence bouge, il y avait déjà dans le 2, touche à sa fille, dans le 2, ils avaient capturé Gabrielle Union qui jouait la sœur de Marcus, donc le perso de Martin Lawrence, et c'est pour ça qu'à la fin ça finissait dans cette merveilleuse scène d'action à Cuba. Mais donc là, bref, moi j'avais un peu peur, je m'attendais quand même un peu de ce que ce soit chier parce que Michou était parti sur d'autres trucs, et donc c'est vrai que j'aime beaucoup la saga Bad Boys, le 2 notamment, qui est quand même un des grands films absolument indécents de Michael Bay, et qui passe quand même, est passé après l'exceptionnelle qualité indécente de ce blockbuster terminal et absolument amoral même, je dirais. C'était quand même assez difficile. Et donc je partais avec un a priori quand même plutôt négatif. Et vous savez quoi, mes petits pères, ça t'a plu? J'ai passé un très bon moment. Pourquoi? Parce que tous les ingrédients du succès et de la recette Bad Boys sont là. Des filles, de la vulgarité assumé, même si pas assez vulgaire à mon goût, mais en tout cas des néons qui pètent, de la grosse musique à chier, des acteurs qui en font des caisses, des plans contre-plongés sur des boules. Alors malheureusement ça manque justement de plans de caméra qui passent dans des boîtes de nuit pour aller filmer les petites culottes comme on trouvait dans Bad Boys, justement sur ce plan long magnifique qui partait de l'hélicoptère où étaient les flics. Ça passe dans les conduites de l'aération, ça allait dans la boîte de nuit, ça passait sous les jupes des filles, et après ça remontait pour aller dans le bureau de Peter Stormare pour aller filer des pilules d'ecstasy. Ça manque un petit peu qui est le moment où
où je me suis dit ah oui d'accord. Ça manque d'accord, c'est ce genre de film. Voilà, ça manque un petit peu de ce genre d'innovation spirituelle et esthétique dans Bad Boys 3, mais néanmoins j'ai quand même passé un très bon moment parce que à la fois les scènes d'action sont quand même plutôt bien branlées. Il y a une scène d'action notamment de poursuite la nuit entre. C'est pas trop cut. Non, justement, c'est pas trop cut, c'est pas trop dégueulasse. Il y a des scènes d'action à moto la nuit avec un sidecar, tout ça, des camions qui est plutôt chouette. L'humour est étonnamment plutôt bien géré. C'est-à-dire que Martin Lawrence au début j'avais un peu peur qu'il en fasse un peu trop son côté Big Mama justement parce que mec, tu sais quoi. Voilà. Et en fait, étonnamment, il a des répliques et des gags qui sont drôles. Donc en fait, le film est mieux écrit et mieux réalisé en fait. C'est ce que en train de me dire que Bad Boys 2. Non, vraiment. Il y a quand même évidemment plein de coups de coude aux épisodes précédents. Il y a Michael Bay qui fait un caméo dans le film. Alors là, je pense être le seul de la salle à avoir réagi en faisant c'est Michael Bay à l'écran. C'était formidable. C'est toujours produit évidemment Michael Bay par notre ami qui fait de temps en temps des caméos, qui a fait notamment dans Mystery Men. Ah oui, Mystery Men, c'était pas mal ça. C'était bien con surtout. C'est la première apparition publique de Michael Bay dans un film, autant que je sache. Oh non, il était dans un autre film que le sien. Oui, parce qu'il était apparu dans Armageddon, dans Bad Boys 2 où il se fait tirer sa Lada par Martin Lawrence, voilà, ce genre de choses. Mais donc étonnamment, c'est pas mal, ça continue sur le côté vulgaire et là où il y a quand même des trucs qui viennent, je pense, du scénar de Joe Carnahan où il y a quand même un côté un peu plus noir, un peu plus sérieux, même si je pense qu'ils l'ont quand même pas mal aseptisé, mais tout le côté sur le mysticisme de la mafia mexicaine ou bien ce genre de choses qui est un truc qui intéresse vraiment Carnahan qu'on retrouve dans ses films précédents. Pour ça aussi, je pense que Carnahan, c'est un cinéaste qui le rapproche d'un mec comme Tony Scott, cet intérêt, on va dire, pour les pays du sud des USA et puis notamment du Mexique, où il y avait des trucs pas mal à gérer, mais il y a quand même pas mal de trucs qui pêchent, notamment parce que Michou adore les vraies explosions qui pètent, alors que là, ils font des explosions numériques, ce que je trouve presque un contresens par rapport à la saga Bad Boys, notamment à la fin ça part dans un immeuble en flammes et tout, t'as des flammes numériques dégueulasses. Miguel il aurait vraiment fait péter un immeuble s'il le fallait, c'est pas un problème. S'il faut péter un bidonville, s'il faut péter une ville entière, c'est pas un problème quoi. Donc je trouvais ça un peu en deçà. Donc ça reste un peu du côté du gay quoi, un peu timoré. Ouais, voilà c'est ça, c'est un peu dommage, mais pourtant ça vulgaire mais timoré. Voilà, c'est exactement. Mais donc c'est vulgarinou. Voilà. Mais bref, en tout cas, c'est un bon moment. Le film est un carton. Étonnamment, alors que c'est comme une suite plus de 15 ans après et ça marche encore, voilà, comme quoi Will Smith quand il veut il peut encore remplir les salles et ça va combler le compte en banque de Martin Lawrence qui va pouvoir reprendre 2 ou 3 tonnes de donuts, donc on est très content pour lui. Ou s'acheter un vélo d'appartement. Voilà, bref, c'était cool, hein. Si vous aimez Bad Boys, allez voir, de toute façon voilà, c'était cool, voilà, c'était bien on va passer, voilà. C'était bien, Bad Boys for Life. We ride together, we die together. Bad Boys for Life. Les coups de cœur, docteur. Commence par les autres parce que j'ai pas réfléchi à mon coup de cœur. Carrément fleuré. Alors, on va changer complètement de registre. Ça va être The Kid de Charlie Chaplin parce que peut-être que c'est l'un des plus grands films qui nous rappelle ou qui nous dit comment être un parent. Donc voilà, c'est un film qui m'aime beaucoup. Ça vous parle à chaque fois. Exact. Oui. Ah bah pour le coup, c'est vrai que pour le coup, effectivement, tu te sens plus investi par le film ces temps-ci. Oui, et puis un album de musique par The Kills, l'immense groupe The Kills. Et leur dernier album qui date de 2016 que je n'avais pas écouté, qui s'appelle Ash and Ice et qui est absolument exceptionnel. C'est bien les soldes, hein, c'est bien les soldes. C'est très bien les soldes. C'est aussi bien le temps de prendre avec son enfant, vu que je peux plus regarder de films. Plus trop. Et on écoute à cause de lui. Du coup, on écoute beaucoup de musique. Merci. Maîtresse Carla. Alors moi ce sera System K. Alors c'est un film documentaire sur des artistes qui recyclent des déchets, donc d'un mode de consommation auquel ils n'ont pas accès dans la ville de Kinshasa au Congo. Oui. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils se font miroir de leur société à travers des performances assez impressionnantes. Donc c'est pour ça essentiellement que ce sera mon coup de cœur, pour aussi leur engagement politique. Bon après formellement le documentaire je veux dire, c'est assez classique. Il n'y a pas de grandes propositions formelles à ce niveau-là, mais le sujet est vraiment intéressant et ça vaut le coup. Bon, il ne passe plus à la revoir en tout cas, mais c'est un film à voir, je pense, qui est très intéressant. Et ensuite, ce sera un truc un peu vénère, c'est Maria Violenza. Donc son label, c'est Factory Records et son album, c'est Shiroko, c'est du post-punk.
C'est une nana qui est toute seule avec sa boîte à rythme et son synthé. Elle chante en anglais, en français, en italien et en sicilien parce qu'elle vient de Palerme. Wow. Olé. Alors docteur, puisque tout le monde en fait 2, moi je vais en faire 2 aussi. Donc ça va être d'une part Cadet de douce de Buster Keaton. Alors je me fais pas trop chier, hein, j'ai travaillé dessus récemment, donc j'ai eu l'occasion de le revoir et de l'étudier un peu, et c'est vachement bien. Voilà, Steamboat Bill Jr. en anglais de Keaton, un des derniers films où il est indépendant, et Keaton pour moi ça reste avec Chaplin un des grands génies du gag burlesque. Et puis côté musique, tiens, du coup un vinyle que j'ai acheté en solde à Nantes hier, voilà, qui est un groupe que j'avais un peu oublié et qui en fait est très bien, qui s'appelle Dirt Platoon, et qui a sorti en 2015 une espèce d'album de 10 titres qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Barefaced Robbery, et c'est du bon hip-hop ricain, bien adé, bien sans fioriture, pas de pétasse au micro, pas de synthé dégueu, pas d'autotune. Tout comme j'aime bien. Donc voilà, si vous connaissez pas ce groupe-là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait dernièrement, mais si vous connaissez pas ce groupe-là, jetez un coup d'oreille à leurs premiers albums. Alors moi pour finir, il y en aura 2 aussi, donc c'est la saison 4 de Justified, parce que je continue, c'est bientôt la fin. Et sinon le nouvel EP de Risky, La Piscine, est dispo sur son Bandcamp, c'est super chouette. Merci à Gal pour la technique, merci messieurs, merci mesdames. Il m'a dit non parce que Gal aime rien, il aime une semaine sur 2. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Ciao. Salut. Doch da kommt sein Wind